Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver fidèles et nombreux dans cet amphithéâtre pour clore finalement notre cycle à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. Au passage, j'en profite pour remercier Eric Westhoff qui a été notre partenaire dans toutes ces invitations de personnes remarquables pour illustrer ce site. Et nous terminerons avec ce monde de l'infiniment petit, ce monde qui nous est finalement familier, mais que nous ne connaissons pas forcément dans le détail, le monde des microbes. C'est un monde invisible. Ces microbes, parfois, nous paraissent dangereux, néfastes, mais vous avez vu le titre de notre conférence aujourd'hui. Ils ne sont pas si ennemis que ça, paraît-il. Donc, notre conférencière va nous en dire plus. C'est comme les virus, ils ne sont pas forcément tous vivants. Bref, je pense qu'il y a de belles choses à raconter sur, finalement, ce qui fait notre vie, ce qui fait le vivant. Et d'ailleurs, notre invité a écrit un livre que vous trouverez en haut de cet amphi qui s'appelle « Le monde invisible du vivant ». Donc, tout est là. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Cossard, qui est donc professeur biologie, spécialiste de microbiologie cellulaire, qui est également membre de l'Académie des sciences. Vous êtes même, si je ne m'abuse, secrétaire perpétuel honoraire. Vous avez travaillé à Georgetown à un moment donné, plus jeune, et puis vous êtes diplômé de l'université Paris 7, et vous êtes une grande spécialiste en microbiologie, et je crois que vous travaillez à l'heure actuelle, si c'est encore le cas, comme scientifique visiteuse au sein d'un laboratoire de Heidelberg, donc pas très loin finalement de l'Alsace, qui s'appelle le laboratoire de microbiologie européen. Et de cela, vous allez pouvoir, grâce à cette conférence, nous donner plein de petites choses très intéressantes. Si on feuillette d'ailleurs votre livre, on voit qu'on peut faire même des petits dessins pour expliquer tout ça. Donc, je vous laisse la parole et comme de coutume, dans la salle, vous pourrez poser toutes vos questions par la suite. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va? Bon. Alors, effectivement, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du monde des microbes et effectivement, je voudrais vous convaincre qu'il y a beaucoup d'amis et très peu d'ennemis finalement. Donc, bienvenue dans ce monde qui est invisible. Alors, quand je dis que ce monde est invisible à l'œil nu. Mais en fait, c'est quand même visible avec des outils comme des microscopes optiques ou des microscopes électroniques. Donc, je vais partager mon exposé en 5 parties. D'abord, je vous dirai c'est quoi un microbe. Parlons de définition. Pardon. Ensuite, je vous parlerai des microbes qui vivent en assemblée, qu'on appelle des microbiotes. Donc, en fait, c'est une nouvelle thématique, si on peut dire, en microbiologie. On appelle ça la sociomicrobiologie. Je vous montrerai comment les bactéries se parlent entre elles, ce qui se passe dans les microbiotes humains, le microbiote intestinal, etc., etc., les microbiotes animaux, les microbiotes des sols, des océans. Je vous parlerai de microbiologie, de microbes et d'alimentation, ensuite de microbes et environnement, et ensuite de microbes pathogènes et santé. Cette diapo, vous la reverrez entre les différentes parties. Donc, le mot microbe. Eh bien, le mot microbe, il a été proposé par un chirurgien français à la fin du XIXe siècle, au moment où Pasteur et Robert Koch commençaient à identifier des microbes responsables de maladies et commençaient à mettre au point des moyens pour lutter contre ces maladies. Alors, si vous lisez les vieux papiers de Pasteur et de Robert Koch, ils ne savent pas encore très bien comment appeler des pathogènes, des animalcules, des viromachins, enfin, etc. Mais Monsieur Sédillot, qui était donc ce médecin, a proposé le mot microbe, et finalement, ce mot microbe a été adopté. Bon, c'est un mot qui prête à confusion, et on va y venir tout de suite. Alors, évidemment, avec les années, après Pasteur, après Robert Koch, le monde du vivant a été très très bien étudié et il est très important pour vous aujourd'hui que vous reteniez que le monde du vivant, le monde des organismes vivants,
est partagée en 3 grandes parties. Alors, vous avez les bactéries qui sont en bleu, vous avez les archées qui sont presque comme des bactéries, mais un petit peu plus compliquées. Et pourquoi je dis qu'elles sont comme des bactéries? Parce qu'elles sont unicellulaires. C'est-à-dire qu'il y a une seule cellule, les bactéries c'est une seule cellule, et puis les archées c'est une seule cellule. Et en plus, il n'y a pas de noyau. Et puis vous avez cette catégorie rose qui est là, où vous avez ce qu'on appelle parmi les eucaryotes, vous avez des êtres unicellulaires et vous en avez qui sont multicellulaires. Alors dans les unicellulaires, qu'on appelle aussi des protistes, vous avez des levures, vous avez des microalgues et vous avez des protozoaires. Et dans les multicellulaires, il y a nous, il y a les hommes, il y a les animaux, il y a les plantes. D'accord? Donc je résume, parce que c'est très très important que vous ayez bien ça en tête. Le monde du vivant, il y a des êtres vivants qui n'ont qu'une seule cellule, donc les bactéries, les archées et les protistes qui sont là, donc levures, microalgues, protozoaires, et puis il y a des organismes qui sont multicellulaires, les plantes, les animaux et les hommes. Et la grande différence entre ces 2 grandes catégories, d'un côté, les prokaryotes n'ont pas de noyau, et les eucaryotes, ils ont un noyau. Alors, par exemple, une bactérie. Vous voyez, ça c'est une bactérie, c'est une cellule unique. Donc la bactérie, c'est une cellule unique, elle est délimitée par ce qu'on appelle une paroi, et à l'intérieur de la paroi, vous avez ce qu'on appelle le chromosome ou le nucléoïde, et c'est là où on a donc cette molécule qu'on appelle l'ADN qui porte nos gènes. Donc une bactérie, c'est comme un petit sac, si on peut dire, mais qui est quand même très très bien organisé. À l'extérieur, on peut avoir des petits poils. Ah, ça va trop vite là. À l'extérieur, on peut avoir des petits poils, des pilus, et ces petits poils servent soit à coller sur une surface, soit à ce que les bactéries se collent entre elles. Et puis, vous avez donc la paroi, cell wall. Décidément, c'est très sensible là aujourd'hui. Et puis, vous avez l'intérieur qui est le cytoplasme. Donc, très important, on n'a pas de noyau, mais on a quand même un seul chromosome qui est donc dans ce cytoplasme. Autre chose, une bactérie, elle se nourrit, elle grandit, elle se divise, elle donne une descendance, c'est-à-dire des bactéries filles. Et donc, je vais vous montrer ce qui se passe quand vous avez des bactéries qui se divisent. Alors, une bactérie qui se nourrit et qui se divise, eh bien, ça peut se passer en une demi-heure de temps. Vous avez déjà entendu parler des colibacilles, des Escherichia coli. Ça se divise en une demi-heure de temps. Mais vous avez des bactéries qui prennent beaucoup, beaucoup plus de temps. Vous avez par exemple le bacille de la tuberculose qui va prendre beaucoup plus de temps, le bacille de la lèpre qui va prendre beaucoup plus de temps. Donc vous voyez ici, bon évidemment c'est un petit peu accéléré, mais les bactéries donnent une descendance de bactéries identiques à elles-mêmes dans la plupart des cas. Les bactéries ont des formes très diverses. Bon, cette diapo n'est pas la meilleure des diapos que j'ai, mais enfin, vous voyez quand même que vous avez soit des petits coques, soit vous avez des petits filaments de coques, comme les streptocoques, soit vous avez des diplocoques, ils vont par 2. Vous en avez qui ont des formes de croissants, vous avez des formes, comme vous voyez ici, des vibrios, vous en avez qui ont un peu une forme d'hélice, enfin, il y a toutes les formes, mais ça reste toujours des bactéries qui se divisent et qui donnent 2 bactéries. Alors, vous vous souvenez ma grande classification, les bactéries, les archées, et vous avez les eucaryotes. Et dans les eucaryotes, je vous ai dit, il y en a qui sont multicellulaires, mais il y en a qui sont monocellulaires. Eh bien, ces eucaryotes unicellulaires, vous avez par exemple des parasites. Là, vous avez Plasmodium falciparum, c'est l'agent de la malaria. Donc, il a une forme que vous voyez ici. Donc, vous vous souvenez, vous avez déjà entendu parler de la malaria, vous l'attrapez comment? Avec un moustique qui vous pique et le moustique qui vous injecte ce genre d'organisme qui va aller dans votre corps. Et vous avez certainement entendu parler du blob. Eh bien, le blob, c'est une sorte d'amibe qui peut grandir, qui donne des tas de noyaux, etc. Mais là encore, c'est un être unicellulaire. Alors, bien sûr, on n'a pas encore parlé de virus. En cette période de post-pandémie, ou en tout cas de pandémie, il faut parler des virus. Je vous ai parlé des bactéries, je vous ai parlé des archées, je vous ai parlé des eucaryotes, et je ne vous ai pas parlé de virus. Alors, je lis ma diapo parce que c'est très important. Les virus, ils ne se nourrissent pas, ils ne grandissent pas,
Ils ne se divisent pas, ils ont toujours la même forme. C'est un petit peu controversé, mais je vais vous donner mon opinion. Ce ne sont pas des organismes vivants, mais ils se multiplient s'ils sont entrés dans une cellule, c'est-à-dire dans un autre organisme. C'est un peu des coucous, si vous voulez. Ils rentrent dans le nid et ils vont pouvoir donner une descendance. Donc les virus, ce ne sont pas des organismes vivants, mais comme ils sont responsables de maladies, comme certaines bactéries ou certains protistes, l'habitude les a classés dans la grande famille des microbes. Donc, si vous allez dans la rue et vous dites c'est quoi un microbe, quelqu'un va vous dire ah c'est une bactérie ou c'est un virus, etc. Bon, le mot microbe finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire petit organisme vivant. C'est un mot qui est un peu vague et je crois que c'est mieux de dire micro-organisme. Donc, si vous dites un micro-organisme, on comprend que ça va être une bactérie ou ça va être une algue ou ça va être une levure. Alors, les virus, ils ont des tas de formes différentes aussi. Mais vous verrez jamais un virus qui va se dupliquer, etc. Le virus, il rentre dans une cellule, il se déshabille, et puis son génome va être pris en charge par la cellule et se multiplier. Les virus infectent toutes les espèces du monde vivant. Donc, je vous redonne la même diapo que vous connaissez par cœur maintenant. Les virus vont infecter des bactéries, ils vont pouvoir infecter les archées, ils vont pouvoir infecter les eucaryotes. Donc, vous avez des virus de plantes, vous avez des virus d'animaux et des virus d'hommes. Par exemple, voilà un virus qui attaque une bactérie. Un virus qui attaque une bactérie, on appelle ça un bactériophage. Vous voyez tous ces virus verts, ils attaquent une bactérie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces petits organismes verts? Ils vont injecter leur ADN dans la bactérie et c'est la bactérie qui va les multiplier. Mais les virus, ils ont toujours la même forme. Là, vous avez le SARS-CoV-2, le virus de la Covid, qui infecte des cellules bronchiques humaines. Donc tous les petits points rouges, ce sont des virus de SARS-CoV-2. J'en ai fini avec ma première partie. J'espère que le message est clair. Vous avez 3 grands organismes, 3 grandes catégories dans le monde du vivant. Les virus sont un peu à part et les virus attaquent tout le monde. J'arrive à la deuxième partie, la socio-microbiologie. Donc, les bactéries dans la nature, elles ne sont jamais toutes seules. Elles vivent en assemblée et on va en parler. Donc, la première chose qu'il faut savoir, je l'ai évoqué un tout petit peu, c'est qu'une bactérie peut éventuellement coller sur une surface. Donc, si elle colle sur une surface comme ici, et qu'elles se multiplient, bon, elles donnent naissance à des petites sœurs, etc. Et elles peuvent éventuellement cracher, sécréter une petite coque qui va les entourer, et elles vont se retrouver comme à former ce qu'on appelle un biofilm. Alors vous voyez ici, il y a une matrice extracellulaire, elles sont dans une coque, et éventuellement, il y a une bactérie qui peut s'échapper, et éventuellement aller se repromener dans la nature, ou alors ce biofilm peut augmenter. Alors, est-ce que vous avez une idée de où il y a des biofilms? Moi, je vais vous montrer une diapo qui vous montre là où il y a des biofilms. Sur vos dents, si vous ne vous lavez pas vos dents, une bactérie va se multiplier. Vous pouvez avoir une bactérie qui arrive sur un patient qui est atteint de mucoviscidose. Ces bactéries se multiplient et forment des biofilms. Si vous avez des implants de hanches ou de genoux et des choses comme ça, vous pouvez avoir des bactéries qui arrivent là-dessus. Et ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a une coque tout autour de ça, et cette coque fait que ces bactéries sont protégées. Elles sont protégées, par exemple, de détergents, elles sont protégées d'antibiotiques, etc. Donc c'est très important d'avoir en tête que les bactéries peuvent former des biofilms. Alors ces biofilms, ils peuvent être formés avec un seul micro-organisme, mais il peut y avoir des biofilms qui sont mixtes, qui sont très très mélangés. Et en fait, c'est ce qui se passe réellement dans la nature. Donc sur vos dents, je refais avec l'exemple des dents parce qu'il est parlant, vous pouvez avoir des biofilms mixtes avec des tas de sortes de bactéries. Et alors, les bactéries qui sont dans ces biofilms, elles se parlent entre elles. Alors soit elles forment des petits nanotubes, mais en général, elles se parlent différemment. Elles n'émettent pas de son. Jusqu'à nouvel ordre, je n'ai jamais entendu dire que les bactéries émettaient des sons, mais elles émettent des petits composés chimiques. Donc, elles crachent des petites molécules. D'accord? Mais les petites molécules, elles sont capables de les reconnaître aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir une bactérie qui va cracher ce petite molécule orange,
Et sa voisine, elle est capable de reconnaître cette petite molécule orange. D'accord, elles reconnaissent. À quoi bon? À quoi bon reconnaître? Eh bien, elles sont capables de reconnaître leur voisine et de dire « Tiens, je ne suis pas toute seule, il y en a une autre à côté ». Et si la concentration de ces petites molécules oranges dans le milieu augmente, elles sont capables de dire « Mais nous sommes extrêmement nombreuses ». Donc, quelque part, c'est un moyen de tester si elles sont toutes seules ou si elles ne sont pas toutes seules. Et elles peuvent ainsi mettre en route tout un programme génétique, si on peut dire, et agir en groupe. Et je vous donne un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple d'une bactérie qui s'appelle Vibrio fischeri, qui quand elle est toute seule, elle fait rien. Et quand elle est en groupe, elle fait de la lumière. C'est-à-dire que Vibrio fischeri est une bactérie qui, si vous la mettez par exemple dans cette bouteille d'eau, il ne se passera rien. Mais au fur et à mesure que les bactéries vont se multiplier, tout d'un coup, il va y avoir une sorte de luminescence qui va apparaître. Et là, pourquoi je vous ai mis cette diapo, c'est qu'il y a un calamar à côté. Et là, c'est un exemple que j'aime beaucoup, c'est qu'il existe un petit calamar en Californie qui a une poche en dessous de son corps, et dans cette poche, Vibrio fischeri adore venir s'y loger. Et donc, il vient s'y loger, il s'y multiplie, et il produit de la luminescence. À quoi bon? Eh bien, à quoi bon? Il se trouve que ce petit calamar, pendant la journée, il dort dans le sable. Et pendant la nuit, il sort du sable et il va chercher des crevettes pour manger. Mais la lune qui est en train d'éclairer le calamar produit une ombre portée, que vous voyez ici, qui fait que tous les prédateurs de calamar vont dire « Oh, il y a un calamar qui est là, allons le manger ». Mais si il y a des Vibrio fischeri qui font de la lumière, il n'y a plus du tout d'ombre portée. Et le calamar peut aller manger tranquillement à la chasse. À la fin de la nuit, le calamar repu a envie d'aller dans le sable. Qu'est-ce qui se passe? Il crache tous ses Vibrio fischeri et il repart dormir pendant toute la journée. Ce mécanisme de symbiose entre une bactérie et un calamar est un modèle d'étude qui est absolument extraordinaire parce que je vous en raconte un tout petit peu, mais l'histoire est énorme. Et par exemple, Vibrio fischeri agit sur le rythme, ce qu'on appelle le rythme circadien, c'est-à-dire que le calamar, il sait qu'il faut qu'il se lève à telle heure et sortir, il faut qu'il dorme et tout. Eh bien, le Vibrio fischeri va avoir une influence là-dessus. Je peux vous dire que nous aussi, on a des bactéries qui agissent sur notre rythme circadien. On va y venir dans un petit moment. Voilà, donc on y arrive, le microbiote. Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit, on peut avoir un biofilm, une bactérie donne 2 bactéries, donne 5-4 bactéries, etc. Mais, on peut avoir des biofilms qui sont mixtes, sur vos dents, je vous ai dit, d'accord? Vous avez tous entendu parler maintenant du microbiote intestinal. Dans votre intestin, il n'y a pas une bactérie, vous savez qu'il y en a des millions, et je vais en venir tout de suite. Donc le microbiote intestinal, c'est important de savoir que c'est bien plus qu'une fonction pour la digestion. J'ai mis bien évidemment le livre de Julia Enders, qui a été une des premières à vulgariser, à médiatiser le fait que l'intestin, c'est un organe qui a été trop négligé et qui l'est de moins en moins. Donc ce microbiote intestinal, il termine la digestion des aliments. Vous savez que quand vous mangez, vous mâchez. Donc déjà, ça devient du liquide. Ça passe dans l'estomac. Il y a des tas de choses qui se produisent. Mais à la fin du fin, les aliments arrivent dans l'intestin grêle, puis dans le gros intestin. Et finalement, il faut que vos aliments passent dans votre sang, qu'ils vous nourrissent. Eh bien, le microbiote joue un rôle dans tout ce métabolisme. Et ça, on le sait depuis très longtemps. Ce qu'on ne savait moins bien, c'est qu'il participe au développement du système immunitaire. Alors vous allez me dire comment vous le savez. Bon, on le sait, mais je vais vous donner juste l'exemple. On est capable d'élever par exemple des souris qui n'ont absolument pas de flore. On appelle ça des souris germe-free, des souris qui n'ont absolument rien dans leur intestin. Eh bien, on s'aperçoit que si vous leur donnez une infection avec une bactérie ou un virus, elles résistent beaucoup moins bien que des petites souris qui ont beaucoup de bactéries dans leur intestin. Donc c'est absolument clair que le microbiote participe au développement du système immunitaire.
On le sait aussi, il protège contre des agents pathogènes. Donc, vous avez des bactéries qui stimulent la production de mucus, vous avez des bactéries ou même des amibes, parce que dans le microbiote intestinal, vous avez des bactéries, vous avez des amibes, vous avez même des virus, et tout ça, ça aide à la sécrétion de peptides antimicrobiens. Et puis, on le sait de plus en plus, il y a une communication entre le cerveau et le microbiote intestinal. On appelle l'intestin le deuxième cerveau, mais vous le savez bien, on n'a pas un cerveau ici. C'est juste qu'il y a une communication entre les deux. Alors, quelquefois, j'entends des gens qui disent « Ah, c'est mon microbiote, etc. » Bon, erreur. Si vous dites « mon microbiote », il faut définir de quel microbiote on parle. Parce qu'il y a un microbiote, bien sûr, il y a un microbiote dans l'intestin, mais il y a une microbiote dans votre bouche, il y a un microbiote sur votre cuir chevelu, sur votre peau, dans le vagin, dans votre nez, etc. Et ce sont des microbiotes qui sont différents. Donc, quand vous utilisez le mot microbiote, dites « c'est mon microbiote intestinal » ou « c'est mon microbiote sur la peau », etc. Alors, je vous ai mis des chiffres parce que c'est quand même important. Notre corps abrite 10 fois plus de microbes qu'il n'a de cellules. Je crois que c'est un chiffre qui est important à savoir. Donc finalement, quand vous vous promenez non seulement vous, mais toutes les bactéries qui sont avec nous. Vous les emmenez en avion, ça fait partie de votre super organisme. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est extrêmement important. On les a, et on les garde, et quand on les a plus en bonne santé, on a des effets qui sont très néfastes. Donc, la composition des microbiotes varie avec le site anatomique. Et la composition varie suivant les individus. Vous n'avez pas le même microbiote que le monsieur qui est à l'autre bout du rang, etc. Elle varie aussi avec l'origine géographique. Pourquoi elle varie avec l'origine géographique? Parce qu'il y a toute l'histoire du microbiote avant, il y a la nutrition, il y a des tas de choses qui jouent sur le microbiote. Malheureusement, il va falloir que vous lisiez maintenant pour en savoir plus. Mais il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que la composition des microbiotes varie énormément au cours de la vie. Donc, au démarrage, même l'accouchement fait qu'on va avoir une différence entre certains bébés. On sait que l'accouchement par voie normale, on va dire, fait que l'installation d'un microbiote est complètement différente d'un accouchement qui aurait eu lieu par césarienne. On sait que l'allaitement joue aussi sur la composition des microbiotes. On sait qu'ensuite, les médicaments, les antibiotiques vont jouer sur la composition des microbiotes. Et puis, avec l'âge, on a de plus en plus de médicaments et le microbiote en prend un coup, en fait, on va dire. Voilà. Alors, la composition, bien sûr, varie avec l'alimentation. C'est presque évident. Quand vous mangez, vous donnez à manger à votre microbiote intestinal. Donc, la composition du microbiote intestinal varie avec l'alimentation. Une alimentation riche en fibres provoque la prolifération de certaines espèces qui maintiennent la fonction de barrière de la muqueuse intestinale. Mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas manger que des fibres, il faut manger une alimentation variée pour avoir un microbiote qui est très varié. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'il faut avoir un microbiote, il faut qu'il soit très diversifié, il faut qu'il soit très riche, il faut qu'il soit une composition très variée. Alors ça, c'est une diapo qu'il faut prendre avec soin. Je vais marquer les gens minces ont un microbiote plus diversifié que celui des obèses. Alors, est-ce que c'est la conséquence de l'obésité que le microbiote est moins diversifié, ou est-ce que c'est la raison pour laquelle les gens deviennent obèses? Ça fait partie des sujets qui sont extrêmement étudiés à l'heure actuelle. Et puis, il y a des composantes génétiques qui vont bien sûr jouer. En tout cas, le message, diversité, richesse du microbiote égale bonne santé. Donc, cette diversité et cette richesse s'établit avant l'âge de 5 ans. J'ai marqué l'accouchement par voie basse est mieux, j'aurais pas dû mettre ça, est mieux qu'une césarienne, mais en tout cas, on dit qu'on a un établissement du microbiote qui est plus favorisé par une voie normale que par une césarienne. La diversité et la richesse diminuent avec l'âge.
La diversité et la richesse est affectée par l'alimentation et elle est affectée par les traitements antibiotiques. Si vous prenez un antibiotique parce que vous avez une angine, d'accord, vous prenez un antibiotique par voie orale, l'antibiotique, il arrive quand même jusqu'à l'intestin. Vous allez tuer un certain nombre de bactéries. Et donc, il faut avoir bien ça à l'esprit. Il ne faut pas prendre des antibiotiques à tort et à travers. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont montré que les antibiotiques peuvent perturber durablement la composition du microbiote. Pas tous et selon les traitements. Mais les enfants qui ont pris souvent des antibiotiques sont des candidats à l'obésité. Il y a des travaux de Martin Blaser qui ont montré ça de façon extrêmement claire, que des enfants qui avaient eu des traitements à répétition ont vraiment été des candidats à l'obésité. Alors les antibiotiques, ça a un autre rôle, c'est que bon, ça tape sur le microbiote et donc ça tape sur des bactéries qui sont importantes pour le développement du système immunitaire. Et comme l'a montré Brett Fielder, la prise d'antibiotiques pendant le plus jeune âge est aussi associée à des maladies chroniques telles que diabète, maladie cœliaque, maladies inflammatoires chroniques, allergies, etc. Voire autisme, ça faut voir. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a une révision de tout ce qui concerne la façon dont on se comporte par rapport à l'alimentation, par rapport aux antibiotiques. Alors, je vous ai dit, les antibiotiques que vous prenez pour des angines peuvent taper sur l'intestin. Il n'y a pas que ça. Si vous prenez des médicaments autres que des antibiotiques, ils peuvent aussi affecter le microbiote. Et là, je cite un papier de Nassos Stipas où il a pris, j'ai oublié le chiffre, à peu près 1000 médicaments que vous utilisez contre l'hypertension, le diabète, et ceci et cela. Et il a montré que ces médicaments-là aussi affectent le microbiote. Donc quand on voit des gens qui sont obligés de prendre des médicaments contre ceci, contre cela, il faut bien avoir à l'esprit que le microbiote, il est affecté par ça. Et si le microbiote est affecté par ces médicaments, il est transformé, et on sait aussi que, de la même façon, le microbiote va jouer sur l'efficacité d'autres médicaments. Donc là, c'est un papier de Laurence Wittevogel à Villejuif, où elle a montré qu'il y avait un effet de la composition du microbiote intestinal sur la façon dont certains médicaments marchent ou ne marchent pas. Et il y a des médicaments qui ne marchent pas bien parce que le microbiote n'a pas la bonne composition. Voilà. Donc, dernier point sur ce microbiote, ce que je vous ai dit, l'intestin, deuxième cerveau. Donc, il ne faut surtout pas imaginer qu'on a un petit cerveau là dans l'intestin, mais il faut vraiment réaliser qu'il y a beaucoup de liens entre l'intestin et le cerveau. Et ces liens, ils viennent de différentes façons. Ça peut venir par voie sanguine, c'est-à-dire que les bactéries de l'intestin peuvent produire des composés qui migrent jusqu'au cerveau. Vous pouvez avoir les cellules de l'intestin stimulées par des bactéries qui vont produire des composés qui vont aller jusqu'au cerveau. Vous avez des nerfs qui sont dans votre intestin qui peuvent aussi recevoir des signaux. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Alors imaginez les conséquences de ce que je suis en train de vous dire. Les conséquences, ça peut être presque qu'un matin vous êtes de mauvais poil. Pourquoi ? Parce que vous avez mal digéré quelque chose, qu'il y a des signaux qui sont partis vers le cerveau et que ça affecte votre état psychique ce jour-là. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent de ce côté-là. Voilà. Alors, j'ai parlé des microbiotes des hommes. Eh bien, il y a des microbiotes ailleurs. Donc, il y a des microbiotes pour les plantes. Et les microbiotes des plantes, il y en a à l'extérieur et à l'intérieur. Là, je vous ai mis la couverture d'une revue où on montre les racines des plantes. Et vous voyez que là-dedans, il y a tout un article. Dans ce numéro, il y avait tout un article sur le microbiote des plantes. Les racines sont pleines de bactéries. Et d'ailleurs, si vous avez une plante qui marche, qui ne fonctionne pas bien dans votre jardin, vous la changez d'endroit, et puis il va y avoir d'autres bactéries qui vont arriver sur les racines, et tout d'un coup, elle va mieux se comporter. Tout ça, c'est une histoire de microbiote. Parce que les bactéries qui sont sur les racines des plantes, la grande partie, c'est des bactéries qui sont dans le sol originellement. Donc, ils viennent sur les racines, et puis qui
font du bien à la plante. Alors à droite, vous avez un petit dessin. Et en fait, c'est parce que Fabrice Hibert, l'auteur de ce petit dessin, a illustré le petit livre qui est en vente là-haut. Et j'ai été obligée de lui expliquer comment ça se passait. Je lui ai expliqué que la racine des plantes, en fait, c'est la bouche des plantes, c'est la cavité orobuccale des animaux. Et donc, c'est par là que les plantes se nourrissent, et c'est par là aussi que vous avez éventuellement certains pathogènes qui arrivent. Donc voilà, le type d'illustration de quelqu'un qui a compris qu'il se passait quelque chose au niveau des racines des plantes. Microbiote des océans, très important. Les océans sont riches en bactéries, en petits organismes, en plus grands organismes, en poissons, etc. Vous le savez. Eh bien, il y a eu d'abord Craig Venter qui a regardé dans la mer des Sargasses ce qu'il y avait. Et puis vous avez tous entendu parler de Tara Océan, la petite goélette qui a été donc l'objet de beaucoup, et qui l'est encore, de beaucoup d'investigations à l'origine par Eric Kersati. On y reviendra. Donc les microbiotes sont partout. Voilà, donc j'ai fini ma deuxième partie et j'arrive aux microbiotes, aux microbes et alimentation. Eh bien, depuis la nuit des temps, les gens savent qu'on peut faire des tas de choses grâce à, ils ne le savaient pas, mais grâce à des microbes. Je crois que vous savez tous que les yaourts sont faits grâce à 2 bactéries, Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bifidus ou Bulgaricus. Il n'y a que 2 bactéries qui réussissent à faire du yaourt. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Prenez du lait, il faut qu'il soit quand même traité, pasteurisé. Vous rajoutez ces 2 bactéries-là et vous faites du yaourt. Bon, inutile de vous rappeler aussi qu'avec de la levure, vous faites du pain. Il y a des levures qui font du vin, il y a des levures qui font de la bière. Ça, on le sait depuis très longtemps, mais on ne savait pas exactement. Et grâce à notre grand Louis Pasteur, nous savons que ce sont des micro-organismes qui participent à la fermentation de tout ça. Alors, j'ai mentionné les yaourts, mais il faut mentionner les fromages. Alors, j'ai quand même insisté sur le fait que le lait contient, en plus du sucre lactose, il contient une protéine qui s'appelle la caséine. Donc, durant la fermentation du lait de vache ou de chèvre, qui se fait naturellement, l'acide lactique, un acide qui est formé à partir du lactose, il acidifie le lait tourne, et on a alors du lait, ce qu'on appelle du lait caillé. Si on laisse les 2 phases se séparer, on obtient le petit lait et la faisselle, qui peut être traité de différentes manières. Et par exemple, si vous ajoutez Penicillium roqueforti, vous avez du roquefort, Penicillium camemberti, etc., etc. Donc, les microbes servent dans notre alimentation. Et quand vous mangez du fromage, vous mangez des bactéries. Quand vous mangez des yaourts, vous mangez des bactéries, etc. Vous le savez, mais c'est important à savoir qu'elles participent à notre alimentation. Alors évidemment, en fait, Pasteur, je suis quand même obligée de revenir sur la pasteurisation et la stérilisation pour que les idées soient claires parmi vous. La pasteurisation, c'est donc un traitement par la chaleur, un traitement qui est court mais pas très élevé, alors que la stérilisation est plus long et beaucoup plus élevé. Il y a une chose que je tiens à vous dire, c'est que ce n'est pas en travaillant sur le lait que Pasteur a découvert la pasteurisation. Il a découvert la pasteurisation, ou en tout cas il l'a mis au point, parce que les viticulteurs faisaient du vin qui n'était pas bon. Et ils ont appelé au secours Pasteur, et Pasteur, par différentes conclusions, par différents raisonnements, est arrivé à la conclusion qu'il fallait traiter par la chaleur du vin qui était en train de se faire pour se débarrasser de bactéries qui faisaient de l'acide, par exemple. Et donc il a traité le vin par la température. Et en fait, la pasteurisation est née de ce moment-là. Tout le monde croit que c'est pas à cause du lait, mais c'est pas vrai du tout. C'est vraiment à cause du traitement du vin en train de se faire qu'on a mis au point la pasteurisation. Alors, donc, j'ai marqué le lait cru est très différent du lait pasteurisé ou stérilisé. Ce que je veux dire par là, c'est le goût. Parce que l'arôme, il vient quand même de toutes ces bactéries-là. Et on peut avoir des opinions différentes sur la façon dont, ou en tout cas sur la qualité des fromages en fonction du lait stérilisé, pasteurisé ou du lait cru. 4e partie, microbes et environnement. Alors, vous vous souvenez, je vous ai parlé qu'est-ce que c'est un microbe, ensuite je vous ai parlé de la socio-microbiologie, tous les microbiotes, etc.
je viens d'évoquer l'alimentation, je parle de l'environnement. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais quand même. Les bactéries, je parle de l'évolution. Les bactéries sont les premiers êtres à apparaître sur Terre il y a 3,4 milliards d'années. Donc les bactéries, ce sont des organismes qui sont les premiers êtres apparus sur Terre. Et à l'époque, à ce moment-là, il n'y avait pas d'oxygène. C'était des bactéries anaérobies. Donc la vie n'était pas très gaie là sur la Terre. Il y avait vraiment quelques gaz qui étaient là. Il y avait quelques bactéries qui sont apparues. Mais avec l'évolution, il y a des bactéries capables d'utiliser la lumière du soleil, d'absorber du CO2 et de produire de l'oxygène. Ces bactéries, on les appelle des cyanobactéries, et elles sont apparues. Ça a été un grand pas dans l'évolution, et on a eu de l'oxygène qui est arrivé sur Terre. Et de l'oxygène, et encore beaucoup plus d'oxygène. Et donc la concentration en oxygène a augmenté énormément, et à partir de l'oxygène, vous pouvez fabriquer de l'ozone. Donc la couche d'ozone a augmenté et a protégé des rayons du soleil. Donc des bactéries aérobies sont arrivées et beaucoup d'autres espèces sont arrivées. Bon, ça, c'est un grand raccourci de l'évolution, pardonnez-moi, mais c'est quand même très important à avoir à l'esprit que ça a été un grand bond dans l'évolution. Il y a même des cellules qui ont avalé des cyanobactéries, et c'est l'apparition des algues. Les algues et les plantes, en fait, elles sont capables de faire de la photosynthèse grâce à ce qu'on appelle maintenant des chloroplastes. Mais les chloroplastes, c'est en fait des bactéries qui sont à l'intérieur des cellules de plantes et qui sont capables de produire de l'oxygène. Alors, dans l'océan, j'ai déjà parlé de l'océan, mais tout ce petit monde qui est dans l'océan, on l'appelle le plancton. Alors, on a le phytoplancton et le zooplancton. Le phytoplancton, c'est plus proche des végétaux, et le zooplancton, c'est plus proche des animaux. Donc, il y a beaucoup de choses dans cet océan qui a été étudié par Tara, mais ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'il y a des organismes unicellulaires, il y a des bactéries, il y a des cyanobactéries, puis il y a des microalgues, et puis il y a d'autres choses, c'est des eucaryotes unicellulaires. Et dans tout ça, c'est important d'avoir à l'esprit qu'il y a beaucoup de symbiose, beaucoup d'organismes qui ont besoin les uns les autres pour vivre. Et je vous ai parlé d'une symbiose entre le calamar et Vibrio fischeri. Vous vous souvenez, le petit calamar qui allait manger des crevettes pendant la nuit et qui était protégé par Vibrio fischeri. Je pense qu'il y a un exemple de symbiose qui est extrêmement importante à avoir à l'esprit, c'est la symbiose des coraux. Les coraux n'ont jamais cette horrible couleur blanche que vous voyez là. Et cette couleur blanche des coraux qui ont blanchi, c'est dû au fait qu'ils ont perdu une petite microalgue, une zooxanthelle, et qui est absolument nécessaire à la santé des coraux. Et à cause du réchauffement climatique, vous avez la zooxanthelle qui est partie, qui n'existe plus dans les coraux, et les coraux blanchissent, se fragilisent, et toute la barrière de corail qui participe à la biodiversité à l'endroit où il y a des coraux disparaît. Donc ça, c'est, à mon avis, un exemple de symbiose obligatoire qui va subir le réchauffement climatique de façon dramatique. Je suis sûr que je vais avoir la question, alors qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de trouver des zooxanthelles qui résistent au changement climatique, ou on essaie de trouver des solutions pour que les coraux ne blanchissent pas. Je n'ai pas parlé des sols. Vous savez que dans les sols, j'en ai vaguement parlé pour les racines des plantes, dans les sols, on a beaucoup de micro-organismes. Et ces micro-organismes, ils participent au recyclage de tout ce qui est dans le sol. Et quand vous faites du compost, parce que comme à Strasbourg, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui font du compost, qu'est-ce que vous faites ? Vous recyclez, grâce aux micro-organismes du sol, tout ce qui a besoin d'être détruit et qui participe au cycle de l'azote, du carbone, etc. Donc les microbes sont aussi dans les sols. Donc vous les avez dans la mer, vous les avez dans les sols, vous les avez dans nous, en fait ils sont partout. Voilà, donc ils sont dans l'environnement et quelquefois ils ne vivent pas en symbiose. Ils se battent. Et c'est comme partout, la lutte pour la vie existe dans l'environnement. Et là, vous avez sur ce que je vous montre, une abîme au milieu,
qui va manger toutes les bactéries que vous voyez. Et toutes les amibes se mettent à manger les bactéries. Et donc ça peut se passer dans les sols, par exemple. Là, l'amibe s'appelle Dictyostelium discoidum et la bactérie s'appelle Bacillus subtilis. Et Jordi Van Gestel, c'est quelqu'un qui est en train d'arriver à l'EMBL. Là, je travaille pendant la semaine et vous voyez qu'il travaille sur cette relation entre les amibes qui mangent des bactéries. Est-ce que vous connaissez d'autres luttes dans l'environnement? Moi, je sais que vous le connaissez, et c'est par exemple les pénicillomes qui crachent de la pénicilline. Et bien, c'est pareil. Le pénicillium, il a besoin de tuer des choses qui sont à côté, et là, il produit la pénicilline. Alors évidemment, on peut le voir autrement, on peut dire, c'est bien, le pénicillium, il produit de la pénicilline, c'est un antibiotique. Mais en fait, pourquoi il produit de la pénicilline? Le pénicillium, il est dans l'environnement, et il est en train de faire le vide autour de lui. Donc vous voyez le staphylocoque qui a été étalé sur une boîte de pétri, il ne résiste pas là où le pénicillium crache la pénicilline. J'arrive à ma dernière partie. Je suis à peu près dans les temps. Tout à fait bien. Bon. Eh bien, il faut quand même que je vous parle de pathogènes. On n'a parlé que de tous les gentils petits microbes qui vous aident à vivre, qui vous aident à digérer, qui vous protègent des pathogènes, etc. Il y en a quand même des microbes pathogènes. Et il y en a qui sont pathogènes pour l'homme, il y en a qui sont pathogènes pour les plantes, il y en a qui sont pathogènes pour les animaux. Alors, je reviens avec mon monde du vivant. Vous l'avez encore en tête, mon monde du vivant? Il y a les bactéries, il y a les archées et il y a les eucaryotes. La différence entre prokaryotes et eucaryotes, c'est quoi? C'est qu'il y a des noyaux dans les eucaryotes et il n'y a pas de noyaux chez les prokaryotes. Eh bien, dans les agents pathogènes, vous avez des bactéries, vous pouvez avoir des levures ou des champignons, vous pouvez avoir des protistes, mais vous pouvez avoir aussi des virus. Alors, pourquoi certains microbes sont pathogènes et d'autres ne le sont pas? Pourquoi? Donc la première réponse, vous avez, ça c'est encore un dessin de mon co-auteur Fabrice Hibert, il y en a un qui produit une toxine et il y en a un autre qui ne produit pas de toxine. Donc celui qui produit une toxine, bien sûr, il est pathogène. Je vais vous donner un exemple. Vibrio cholerae. Vibrio cholerae est une bactérie qui produit une toxine terrible. Quand le choléra, quand la toxine, quand le Vibrio cholerae arrive dans votre intestin, il y a cette toxine qui est produite et qui produit vraiment un flux d'eau, un relargage d'eau à partir de tout ce qui est dans votre intestin et qui vous donne une diarrhée qui est terrible. C'est un exemple d'une bactérie où une seule toxine presque est responsable de la maladie. Vous avez par exemple la diphtérie. Vous avez une bactérie qui vous donne la diphtérie. La toxine diphtérique est pratiquement à elle seule responsable de la maladie. Mais ce sont des exceptions. En général, les microbes sont pathogènes parce qu'ils font beaucoup de choses. Soit ils tapent sur le système immunitaire, soit ils produisent une toxine à un moment donné, soit ils vont en produire une autre à un autre moment, etc. Donc les choses sont très compliquées. Quand vous avez une bactérie qui est pathogène, ce n'est pas dû à une seule toxine, c'est dû à beaucoup de choses. Et je vais illustrer ce que je suis en train de vous dire avec la bactérie sur laquelle j'ai travaillé pendant des années, qui est une bactérie qui s'appelle Listeria. Alors, cette bactérie, elle n'est pas toujours pathogène d'ailleurs. En général, elle vit dans l'environnement tranquillement, dans les sols. Elle aime bien aller dans les fromages ou dans certains aliments, mais c'est une bactérie de l'environnement qui peut contaminer des aliments. Et si l'aliment est contaminé, vous mangez un aliment contaminé, la bactérie arrive jusqu'à votre intestin, et là, un grand cycle d'infection commence. Alors, je le résume. Listeria arrive avec des aliments contaminés au niveau de votre intestin. L'intestin, je l'ai représenté comme un tube coupé. D'accord ? Donc, l'aliment contaminé, la bactérie arrive ici. Cette bactérie, elle ne produit pas de toxines ou de toxines très fortes dans l'intestin, mais elle a la capacité de traverser l'intestin. Il y a beaucoup de bactéries qui ne traversent pas l'intestin. Tout votre microbiote intestinal, il reste là, il ne traverse pas. Celle-là, elle traverse. Donc elle traverse, elle va arriver éventuellement au foie et à la rate. Vous vous rendez compte ?
Et éventuellement, elle peut arriver au cerveau et elle peut arriver chez les femmes enceintes au placenta. Donc, en mangeant un fromage contaminé, comme du vacherin d'or, puisque en 86 on a eu une grande épidémie due au vacherin d'or, vous avez des bactéries qui traversent l'intestin, qui arrivent jusqu'au cerveau et placenta. C'est pour ça qu'on dit aux femmes enceintes, mangez pas de fromage, ne mangez pas la croûte des fromages, parce qu'il pourrait y avoir des listeria. Quand j'ai commencé à travailler sur cette bactérie, il y avait à peu près 1000 cas de listériose par an, et maintenant, il n'y en a plus que pratiquement 300. Les gens, on sait que l'hystéria peut contaminer des aliments. Alors, autre chose par rapport à cette bactérie, c'est la bactérie d'origine alimentaire qui est la plus pathogène, qui est la plus mortelle. Si vous avez une salmonellose, une shigellose, un Escherichia coli, vous avez une grosse diarrhée, une grosse gastro-entérite, mais vous ne mourrez pas. Dans le cas d'une infection à l'hystéria, 30% de mortalité. Donc, si vous vraiment vous attrapez la listériose, c'est une cochonnerie, on va dire. Alors, au niveau, donc vous voyez, elle est capable de traverser la barrière intestinale, elle est capable de résister à beaucoup des mécanismes du système immunitaire. Par exemple, il y a un macrophage qui va l'attraper, et bien dans le macrophage, elle va résister assez bien. Donc, toutes les bactéries ne sont pas capables de faire ça. Ce que je vous disais, il ne suffit pas d'une toxine, il suffit quelquefois de l'additivité de plusieurs facteurs. Et donc cette bactérie, en plus, elle rentre dans les cellules. Donc vous la voyez, la petite bactérie, elle rentre dans les cellules, et puis il y a une petite poche qui se forme, une vacuole, et la bactérie, elle est capable de sortir de cette poche, et puis dans la cellule, elle se promène. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous la montrer. La bactérie, elle se promène, elle bouge, et elle est capable de passer d'une cellule à une autre. Alors, voilà la bactérie qui bouge. Regardez, vous avez en bas la cellule, et vous voyez des bactéries qui bougent. Donc, imaginez, vous mangez un morceau de fromage, et la bactérie traverse l'intestin, elle va arriver au foie et à la rate, et dans les cellules, les bactéries se promènent, et elles sont capables de passer d'une cellule à l'autre. Donc, c'est ennuyeux. Bon, c'est pour ça que je vous dis que cette bactérie, elle est dangereuse. Mais bon, on a beaucoup étudié ce phénomène de motilité intracellulaire et je dois dire, le mécanisme n'a pas été découvert par nous, il avait été découvert par Dan Portnoy, mais on a eu la chance de découvrir le gène, un peu par hasard, mais on a découvert la protéine qui est responsable de ça. Et quand on travaillait là-dessus, les gens étaient très intéressés parce qu'en fait, on sait qu'il y a des cellules dans votre corps qui bougent. Par exemple, ici, vous avez un macrophage qui a envie de manger cette bactérie. Donc, il court derrière, et on savait que le mécanisme qu'il y a au front de la cellule en mouvement, il est un peu pareil que ce qui se passe derrière la bactérie. Ça y est, elle est mangée. Donc, en fait, en étudiant ce qui se passait chez les bactéries, on a un peu mis le doigt sur ce qui se passe sur une cellule qui est en mouvement. Voilà, juste pour vous dire que c'est quand même intéressant d'étudier les bactéries pathogènes. Voilà, donc j'en ai fini avec mon infection par l'hystéria, mais en fait mon gros message c'était de vous dire, vous avez des bactéries qui produisent une toxine qui est terrible, et cette toxine elle est responsable de toute la maladie, mais en général, les bactéries elles ont plusieurs armes. Alors, par exemple, vous parlez de la tuberculose, la tuberculose elle n'a pas une toxine. La tuberculose, elle s'établit, elle tape sur le système immunitaire, elle fait des tas de choses, mais ce n'est pas une toxine qui est responsable de la maladie. Écoutez, sur les plantes, même chose. Sur les plantes, vous pouvez avoir, vous voyez les taches qui sont là, ça peut être dû à des virus, à des bactéries, à des parasites, etc. Je n'ai pas le temps de couvrir tout ça. Je voudrais terminer juste en revenant sur les antibiotiques. Le mot antibiotique veut dire contre la vie. Le mot antibiotique est utilisé pour les médicaments qui tapent sur les bactéries et qui ne tapent pas sur vos cellules. Très important. On ne veut pas taper sur les bactéries et en même temps avoir des produits toxiques. Donc là, cette boîte de pétri où un staphylocoque a été étalé, vous voyez que vous avez ici le pénicillium qui crache un antibiotique qui fait que le staphylocoque n'est pas capable de pousser. Le grand problème à l'heure actuelle, vous savez ce que c'est la résistance des bactéries aux antibiotiques. Vous pouvez avoir des staphylocoques qui vont être capables de pousser devant le pénicillium. Donc pour
comprendre un tout petit peu ce qui se passe, par exemple, si vous avez une bactérie qu'on a étalée sur la boîte et qu'on veut savoir si cette bactérie est sensible à différents antibiotiques, on fait ce qu'on appelle un antibiogramme. Donc ça, c'est un antibiogramme. Donc, je recommence. On étale la bactérie sur toute la boîte de pétri et on met des petits disques qui contiennent différents antibiotiques. Et vous voyez que la bactérie qui a été étalée sur la boîte, elle est très sensible à l'antibiotique qui est là, puisque la bactérie ne pousse pas. Elle est très sensible à l'antibiotique qui est là, puisque la bactérie n'arrive pas à pousser. Celui-là pareil, celui-là pareil. Mais là, elle s'en fiche complètement. Donc si vous allez chez au laboratoire d'analyse médicale, qu'on vous fait un prélèvement de gorge, on va étaler le produit de votre gorge sur une boîte de pétri, et puis on va mettre différents disques, et on va regarder ce qui se passe. Et on va en conclure, il faut traiter cette bactérie avec l'antibiotique qui est là, ou celui-ci, ou celui-ci, ou celui-là, mais pas cela, puisque ça n'aurait aucun effet. J'espère que j'ai été clair. Grand problème à l'heure actuelle, c'est la résistance aux antibiotiques. Sitôt qu'on a mis en route des antibiotiques sur le marché, on a eu des résistances qui sont apparues. Donc, qu'est-ce que c'est la résistance aux antibiotiques? Ça, c'est le type de choses que vous trouverez dans mon livre. Donc, quels sont les différents mécanismes de résistance? Je lis ce qui est écrit. Les bactéries peuvent acquérir des propriétés nouvelles, comme celle de posséder des pompes. Un mécanisme de résistance, ça peut être dû à une pompe. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? L'antibiotique, il va rentrer dans la bactérie et il va être pompé en dehors. Hop, il fait que sortir la bactérie, sortir l'antibiotique. Ça, c'est un mécanisme de résistance aux antibiotiques. Vous ne voulez pas de l'antibiotique, vous le faites sortir. Un autre mécanisme, c'est la capacité d'inactiver l'antibiotique. Donc, vous avez des bactéries qui sont capables de dire « Ok, il y a l'antibiotique qui est rentré, mais je le modifie et donc il n'a aucun effet. » Ou alors, vous avez un mécanisme de changement de l'entrée. L'antibiotique, il ne peut pas rentrer. S'il ne peut pas rentrer, la bactérie, elle est résistante. Ou alors, l'antibiotique va normalement cibler quelque chose, mais cette cible a été modifiée, et donc la bactérie est résistante. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment elle devient résistante? Elle devient résistante parce qu'elle peut éventuellement avaler un petit fragment d'ADN qui se promène, par exemple, dans votre microbiote, et ce petit fragment d'ADN, il est capable de produire une pompe ou de produire un enzyme qui va modifier l'antibiotique, etc. Donc, ce n'est pas en général une mutation, c'est l'acquisition d'un nouveau gène. Bon, là, c'est justement pour vous illustrer que dans le livre, la question 48, c'est pourquoi dit-on les antibiotiques, c'est pas automatique? Je crois qu'il y a beaucoup de gens, peut-être les plus âgés d'entre nous, savent qu'à un moment donné, les pouvoirs publics avaient dit il faut mettre ça partout dans tous les cabinets médicaux. Les antibiotiques, c'est pas automatique, c'est pas parce que vous avez mal à la gorge que vous devez prendre des antibiotiques. Pourquoi? Parce que les bactéries deviennent résistantes et que quand on a des bactéries qui sont devenues résistantes, c'est celles-là qui sont sélectionnées et qui sont le plus courant et qu'on trouve plus facilement dans les hôpitaux, etc. Voilà, j'en ai terminé, mais j'aime bien résumer. Donc je résume. J'ai eu 5 parties. La première partie, j'ai voulu vous expliquer ce qu'était un microbe. Un microbe, c'est un organisme, c'est un micro-organisme vivant, et je classe à part les virus. Vous pouvez dire les virus, ce sont des agents pathogènes, mais ce ne sont pas des micro-organismes. Alors, d'accord, ce sont des microbes qui donnent des maladies. On est d'accord avec ça? Je n'ai pas eu le temps de vous raconter beaucoup sur les microbes. Vous en avez tellement entendu parler à la télé et partout que je crois que vous savez qu'un microbe, ça rentre dans une cellule, ça se déshabille, l'ADN est répliqué, etc. Bon, donc je vous ai parlé des 3 grandes parties du monde du vivant, les bactéries, les archées et les eucaryotes. Les eucaryotes ont des noyaux, les prokaryotes, les archées, les bactéries n'ont pas de noyaux. Ensuite, je vous ai parlé de sociomicrobiologie. Je vous ai dit, dans la vraie vie, les bactéries ne sont jamais toutes seules. Elles vivent en communauté, elles vivent en assemblée, elles vivent en groupe qu'on appelle des microbiotes. Et à l'intérieur de ces groupes, elles peuvent éventuellement s'envoyer des petits signaux pour dire « agissons en groupe ». Ensuite, je vous ai parlé de microbes et d'alimentation. Je vous ai parlé des yaourts, du pain, du vin, et puis j'ai voulu insister sur le fait que la pasteurisation, c'était pas la stérilisation.
que la pasteurisation avait été découverte par Pasteur quand il travaillait sur le vin. Ensuite, j'ai parlé de microbes et d'environnement. J'ai essayé de vous faire comprendre que l'évolution avait commencé par les premiers êtres vivants étaient des bactéries. Et d'ailleurs, elles sont extrêmement bien adaptées à beaucoup de choses, beaucoup mieux adaptées que des organismes qui sont arrivés après. Elles ont été capables de faire de la photosynthèse, elles ont été capables de produire de l'oxygène. L'oxygène est arrivé sur Terre et là, grand bond dans l'évolution, des tas d'espèces sont arrivées. Et puis, en parlant d'environnement, j'ai parlé de plusieurs choses et j'ai voulu illustrer ça avec le blanchissement des coraux parce qu'il y a beaucoup de symbioses qui existent dans l'environnement. Et j'ai terminé par les microbes pathogènes et j'ai voulu illustrer ça par la bactérie sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Donc j'en ai fini et je suis prête à répondre à toutes vos questions sur mes petites chéries, les bactéries, mais aussi les autres micro-organismes. Donc là, c'est le monde invisible du vivant que vous pouvez éventuellement vous procurer. Je voulais juste vous dire que ce livre, il a été fait de façon un peu différente de tous les livres. Premièrement, il a été fait pendant la pandémie. Deuxièmement, il a été fait avec Fabrice Hibert. On avait eu l'intention de le faire avant la pandémie, mais quand la pandémie est arrivée, contrairement à ce que je voulais faire, un livre sur les bactéries, on a fait un livre sur beaucoup de choses. Et en fait, il s'agit de 73 questions auxquelles je réponds brièvement et qui sont illustrées par Fabrice Hibert. Donc, voilà la bactérie. En fait, ça, c'est moi avec mes flagelles. Et ça, c'est lui qui est un virus qui pose des questions dans le livre. Et je vais lui faire un peu de publicité. Il a une exposition qui commence à la Fondation Cartier dans une semaine. Et voilà, j'en ai fini. Merci Pascal Cossard. Alors, on va laisser la place à quelques questions, mais malheureusement, on ne peut pas faire 73 questions parce qu'on laisse aussi de la place pour ceux qui veulent éventuellement se faire signer votre ouvrage. Alors, qui est-ce qui a une question pour commencer? Merci. Oui, madame, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des phages qui seraient une solution pour pallier justement la résistance aux antibiotiques? On en parle beaucoup en ce moment et ça se pratique dans certains pays, mais pas en France. D'accord. Alors, madame a l'air d'être très au courant. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, un phage, c'est un bactériophage, c'est-à-dire un virus de bactéries. Et vous avez tout à fait raison, un virus de bactéries peut tuer des bactéries et donc peut tuer des bactéries pathogènes. Et comme vous le disiez, dans certains pays, on utilise ces bactériophages pour éventuellement guérir une maladie. Bon, alors, en France, on n'a pas le droit. C'est pas encore autorisé, on n'a pas le droit. C'est considéré comme quelque chose qui est encore pas assez bien rigoureux. Alors, je vais vous faire un certain nombre de commentaires là-dessus. Premièrement, dans les pays où c'est autorisé en général sur des infections qui sont non invasives. Par exemple, un staphylocoque sur la peau, vous mettez un bactériophage dessus, ça tue les bactéries, c'est tout à fait, c'est super. Bon, donc ça, moi je suis à 100% pour ça. Mais il y a un petit problème, c'est que les bactériophages, comme tous les virus, ils vont sur certaines bactéries. Donc, un bactériophage a besoin d'un récepteur, et ce récepteur, il n'est pas sur toutes les bactéries. Et même sur un staphylocoque, il faut un certain bactériophage pour aller sur cette bactérie-là. Donc, ça nécessite, si vous voulez, pour mettre en place des traitements par bactériophage, d'avoir ce qu'on appelle une bibliothèque, une librairie de bactériophages, pour que si vous avez un patient qui arrive qui dit « je voudrais guérir ma petite infection de peau », ou eh bien, il faut qu'on ait dans les tiroirs des bactériophages. Donc ça, c'est... Alors, vous avez des startups, par exemple en Israël, il y en a plusieurs, qui commencent à justement accumuler des milliers de bactériophages pour pouvoir éventuellement guérir. Donc c'est ça. Et ceci étant dit, il y a eu un premier papier qui est sorti dans Cell il y a quelques mois, où on commençait à traiter, c'était par voie intraveineuse d'ailleurs, le bactériophage avait été injecté par voie intraveineuse et c'était pour traiter une bactérie qui était dans les poumons. Donc c'était un peu... bon, mais ça commence, on va dire. Donc voilà les commentaires que je voudrais faire sur ce traitement-là. Voilà. Une autre intervention? Oui, monsieur.
Merci pour cette présentation qui nous donne le plaisir de voir une grande variété, ça c'était évident, mais aussi le plaisir d'être à l'intérieur et de nager dans des océans de microbes dans lesquels on a l'air d'être bien et d'en tirer bien profit, que ce soit de prendre des microbes dans des gélules et puis de se guérir ou d'améliorer son microbiote, ou que ce soit, moi ce que je pensais illustrer aussi, c'est cette immunothérapie dont vous avez parlé, c'est-à-dire qu'un microbe va déclencher une réaction immunitaire qui permettra de guérir ou de contrôler, plutôt, soyons simples, un cancer ou d'autres infections, mais surtout le cancer, par exemple. Bon, alors j'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit ça, mais je sais que Ça existe. l'immunothérapie dans le cancer, ça existe, mais l'immunothérapie dans le cancer, c'est pas via des bactéries, hein. J'espère que j'ai pas prêté confusion. Le mot immunothérapie, quand je l'ai mis, j'ai dit que l'immunothérapie était influencée par la composition du microbiote. Bon, mais c'est clair que on est à 2 pas de considérer que on a des bactéries qui favorisent l'émergence de cancer, etc., etc. Mais moi, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de me dire, c'est qu'en fait, on commence à comprendre de plus en plus tout ce qui se passe et on a envie de traiter en utilisant certaines bactéries et en n'utilisant pas d'autres. Et d'ailleurs, vous n'avez pas prononcé le mot, mais je vais le prononcer à votre place, on utilise des probiotiques. Donc, il y a beaucoup de gens qui ils sont en vente dans les pharmacies. Vous pouvez utiliser des probiotiques pour, par exemple, stabiliser votre microbiote intestinal. Et aussi, il y a des probiotiques qui sont en vente, des probiotiques vaginaux. Ça existe aussi. Donc, on commence à se rendre compte qu'on peut aider une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote, en aidant les gens qui ont ces problèmes-là. Et je pense qu'on va de plus en plus vers ça. Et Monsieur Mechnikov, qui était un élève de Pasteur ou un collaborateur de Pasteur, a beaucoup écrit là-dessus et il utilise le mot bactériothérapie, qui est un mot que j'aime beaucoup, au lieu d'utiliser des mots genre transfert fécal ou des trucs comme ça. Moi, j'aime bien le mot bactériothérapie, c'est d'aller traiter en donnant des bactéries X ou Y dont on connaît les propriétés. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est en ce moment à une période de transition. On a depuis, on va dire, mettons, 15-20 ans maintenant, les outils pour appréhender la composition de toutes ces flores. On est à la période où on a envie de comprendre que fait cette bactérie-là en présence de celle-ci ou que fait cette bactérie-ci en présence de celle-là. Mais on est dans une telle jungle que ça avance quand même lentement. On est vraiment à cette période qui est entre la description et la compréhension de la fonctionnalité. Et on va y arriver, c'est sûr. On va y arriver, c'est-à-dire que dans 10 ans, sans doute les plus jeunes d'entre vous iront chez le médecin et on va dire, on va analyser la composition de ton microbiote et on va voir ce qu'on peut faire. Nous, on ne va pas le vivre ça, mais je ne crois pas. Mais je pense que d'ici 10-20 ans, on va faire ça. On dira, on va regarder la composition et puis on verra. Et non seulement on va pouvoir faire ça, mais on pourra aussi faire des pronostics. Est-ce que ce microbiote démontre qu'il va y avoir un diabète qui va arriver dans 5 ans ou dans 10 ans, etc. etc. Voilà. Alors, encore une question, je ne sais pas s'il y a beaucoup de... Oui. J'ai une question de béotien intégral. Quand on voit ce que vous décrivez, on a l'impression qu'il y a une intelligence. Qu'est-ce qui motive un micro-organisme de faire ce qu'il fait? Non, il n'y a pas... Non. Il faut prendre le problème dans l'autre sens. Les bactéries, je vous ai dit, elles sont arrivées il y a 3,4 milliards d'années. Elles sont extrêmement bien adaptées. Elles sont bien adaptées à l'endroit où elles sont. Mais il y en a, vous les mettez quelque part, elles vont mais en général, elles sont capables, elles sont incroyables, c'est vrai. Mais elles sont pas intelligentes. Elles ont acquis des caractères d'adaptation qui sont assez fascinants. Elles sont adaptées même à l'attaque par des phages, par des bactériophages. Et à l'heure actuelle, c'est une des grandes découvertes à l'heure actuelle, c'est de se rendre compte que les bactéries, non seulement elles résistent aux bactériophages,
mais elles ont presque un système immunitaire qui est assez proche de notre système immunitaire. Il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus. Donc, et elles peuvent même garder souvenir du passage d'un bactériophage et être immunisées contre ce bactériophage. Oui, il y a une forme d'intelligence. Merci. Ah, attendez, question par ici. On a une passionnée là. Une passionnée. Je profite parce qu'il n'y a pas trop de questions, alors je peux me permettre une seconde. Est-ce qu'on est prêt de trouver une solution contre l'Escherichia coli? Bon, il n'y a pas une Escherichia coli. Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais pour moi, Escherichia coli, c'est un panel d'Escherichia coli. Ah, c'est ça. Il y en a qui sont adhérentes, il y en a qui sont hémorragiques, il y en a qui sont... Non, il n'y a pas une bactérie Escherichia coli. Il y a, si vous voulez, une bactérie Escherichia coli qui a ce qu'ont toutes les Escherichia coli, plus... voilà. Alors, je ne sais pas de laquelle vous parlez. Je sais qu'il y en a une qui est quand même bien caractéristique de la maladie de Crohn. C'est ça dont vous vouliez parler. Mais vous avez aussi des bactéries Escherichia coli qui contaminent certains aliments. Par exemple, la viande mal cuite. Voilà. Voilà, alors on va peut-être passer une toute dernière question. Non, il y en a une là au premier. Oui. Où ça? Ici. Ah, voilà. Vous avez parlé de la listeria et du fait qu'elle agissait dans notre cerveau. Mais j'aimerais bien savoir c'est quoi ce mode d'action exactement dans le cerveau. Écoutez, oui, bon, c'est une très bonne question parce que finalement, on a disséqué beaucoup de choses par rapport à l'hystéria, mais ce qui se passe dans le cerveau, on ne l'a pas encore bien disséqué et mon ex-collaborateur Marc Lecuy, qui est une unité dans Pasteur, s'intéresse beaucoup à ça. Alors, dans le cerveau, normalement, vous croyez qu'il y a combien de bactéries? 0. Donc, en fait, dès qu'il y a une bactérie qui arrive là, c'est drame. Donc, déjà, le fait d'arriver, d'être capable de traverser cette barrière qui va vers le cerveau, la barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, c'est déjà le signe de quelque chose qui ne devrait pas se passer. Donc voilà déjà ça. Et ça me permet de faire un autre commentaire qui est que l'hystéria, quand vous l'étudiez au laboratoire, vous ne donnez pas la listeria à vos petits collègues. Vous la donnez à des souris. Donc vous avez besoin d'animaux de laboratoire. Et le problème de la listeria, c'est que naturellement, elle n'infecte pas les souris par voie orale. Elle l'infecte si vous l'injectez dans la queue parce que vous court-circuitez le passage de la barrière intestinale et elle arrive directement dans le sang. Et donc là, vous pouvez commencer à regarder si elle va jusqu'au cerveau, etc. Et c'est exactement ce qu'il fait. Mais il y a certaines souches de listeria qui vont au cerveau, il y en a d'autres qui n'y vont pas. Et ça, c'est une autre des découvertes à l'heure actuelle, c'est qu'avant, on regardait les staphylocoques, les Escherichia coli, les listeria. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a une petite variation qui fait que telle listeria va être une souche épidémique, et les autres listeria, ce sera des petites listeria qui donneront une petite maladie de rien. Vous voyez? Donc, je fais 3 commentaires sur votre question. Premièrement, aller au cerveau, c'est quelque chose qui n'est pas classique. Donc déjà, une bactérie dans le cerveau, elle donne des méningites, etc. Deuxièmement, il faut penser qu'on n'étudie pas ça chez l'homme. Les méningites, on les étudie chez des animaux. Et que l'hystéria, comme animal de laboratoire, la souris n'est pas un très bon animal. On s'est arrangé, on a fait des souris transgéniques, il y avait un récepteur humain, etc. Mais ce n'est pas terrible. Par contre, le cobaye, le cochon d'Inde, est un bon. Vous vous rendez compte, commencer à travailler des organismes plus gros et tout ça, surtout qu'à l'heure actuelle, tous les gens qui sont en train de vouloir dire qu'il faut protéger les animaux font que les régulations pour travailler avec des animaux de laboratoire sont de plus en plus serrées. Donc là aussi, période charnière. Voilà. Voilà, merci beaucoup Pascal Cossard pour cette belle intervention et nous avoir rendu un petit peu plus visible ce qui est invisible dans le monde vivant. Merci. Vous pouvez encore vous faire signer le livre dont il est question. Juste, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cycle, mais vous allez le voir, on n'abandonne pas totalement Pasteur
parce que peut-être que vous ne le savez ou vous ne le savez pas, mais l'endroit où nous allons aller à partir de la semaine prochaine, il y a un cratère Pasteur entre la face visible et la face cachée de la Lune. Donc rendez-vous avec la Lune à partir de la semaine prochaine avec l'histoire de l'exploration lunaire avec Serge Sevrel. Voilà, bonne soirée, merci.